Nous allons continuer notre séminaire avec l'intervention de Federico Montanari. Federico Montanari, ami de vieille date, séméticien qui a déjà intervenu à plusieurs reprises dans ce séminaire. Il est, comme vous le savez peut-être, il est professeur de sémétique et de sociologie des médias à l'université de Modena Reggio Emilia, concrètement à Reggio Emilia. Il est un homme très curieux de tout, intellectuellement curieux de tout. Donc, il travaille en sémiotique, en sociologie de la guerre, du conflit, spécialiste aussi de Deleuze et de tant d'autres choses. Je ne veux pas dire tout ce qu'il a publié, mais je veux dire le titre de quelques ouvrages qu'il a publiés ces dernières années. Immagini coinvolte, conflitti media, guerre e spazi, linguaggi della guerra, un altro percorsi di filosofia per le scienze sociali, etc., etc. Aujourd'hui, il va nous parler, le titre de son intervention, c'est quelques réflexions sur les réflexes conditionnés entre sociosémiotique, philosophie et anthropologie. Merci Federico. J'ai oublié de dire, Federico est actuellement professeur invité à l'université Paris-Cité. Nous en sommes très satisfaits. Merci Federico, à toi la parole. Oui. Merci à Juan et à Maria Giulia et à tous les participants de ce séminaire. Je suis très content d'être ici. Et donc, avant tout, je voudrais remercier aussi Pierre parce qu'il y avait beaucoup de liaisons et après, j'ai pensé beaucoup de choses que tu as dit, que peut-être que il y a des liaisons dans les deux exposés. Et pour commencer, je voudrais dire qu'il y a j'ai changé un peu l'idée parce que j'avais participé à ce séminaire et je m'excuse, comme d'habitude, mon français c'est un peu bloqué, mais de temps en temps c'est bloque, je m'excuse. Et il y a des années, j'avais proposé de travailler sur les intelligences artificielles, etc. Et aujourd'hui, j'ai préféré un peu me déplacer et commencer pour la question des stéréotypes dans les langages. Excusez-moi. Voilà. Ok. On peut... Oui, non, il est là. OK. OK. Donc, je voudrais commencer par les questions concernant les stéréotypes, une petite tentative un peu schématique, un peu peut-être un peu rapide de définition à propos des automatismes, des stéréotypes. Et je répète, j'ai trouvé très intéressant les questions posées par Pierre. Et je vous donne simplement un peu des définitions un peu rapides pour commencer à discuter de ces points-là. Et je reprends aussi l'idée d'automatisme, soit du point de vue sémiotique et cognitif. Et j'ai lu et j'ai écouté la présentation de Juan. Moi, Frédéric, parce que je vois que ce que toi tu vois, nous on ne le voit pas sur l'écran. Donc, je me demande... Okay. Ah voilà, peut-être qu'il faudrait le laisser comme ça. Comme ça? Oui. OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'automatisme, de sémiotique, l'idée de cognition? Et j'ai essayé de donner quelques définitions, une procédure de sens et je cite aussi l'introduction de Juan au séminaire. Et une procédure de sens qui s'est sédimentée et devient naturelle, une sorte de naturalisation, évident, non problématisée, pour reprendre le point d'introduction de Juan. Et aussi, j'ai pensé à la littérature sémiotique, je pense à Umberto Eco quand il parlait des schémas dans l'encyclopédie, qu'il parlait d'inférence à bas coût ou à ratio facilis, autant de la traité de sémiotique générale. Et aussi, j'ai pensé à la discussion avec Denis sur l'idée des catacrèses, non, des métaphores catacrésisées, etc. Donc, d'un côté, ça. Et
je pense aussi à Peirce, évidemment, et beaucoup de personnes ont travaillé sur Peirce, l'idée d'habitude comme type d'interprétante, mais l'idée de Peirce, c'est relève de la stabilisation de la croyance, non, l'interprétante habituelle. Et dans cette tradition, il y a l'idée dans les sciences cognitives plus classiques de scripts, de frames, de schémas, Schenck, Abelson, pour arriver d'une façon un peu plus compliquée à Lakoff, etc. Toute la tradition d'un raisonnement par défaut, je dirais. Et en général, automatisme, peut-être que c'est un lieu commun, mais j'essaie pour de traiter de ce point-là, et c'est un bout d'interprétation qui s'est fossilisé, non? C'est justement bloqué de quelque façon. Je n'arrive pas à... Comment? Excusez-moi. Non. Non, non. Non. Ah, voilà. Donc, voilà. Okay. Là. Ok. Là, c'est bon. Et là, okay. Ah, c'est là? C'est bon. Okay. Et donc, l'autre point est à propos du mélange, du passage, du lien entre sémiotique et sociologie, mais aussi aux origines des sciences humaines de l'autre siècle, mais un parcours un peu plus compliqué qu'il concerne aussi Tard, par exemple, non? Et les stéréotypes en sémiotique, philosophie du langage, sociologie, je prends deux, trois noms très historiques, mais importants. Lippmann, c'est un des fondateurs de la théorie des médias et de l'opinion publique. Non? Dans 1922, il a écrit un des premiers livres sur l'idée de propagande après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une question intéressante qui a ouvert la voie aux études de l'opinion publique. Et son idée, c'est l'image, les stéréotypes des images dans nos têtes, que c'est aujourd'hui un peu comme ça, mais on commence à définir le statut soit épistémologique pour les sciences humaines, pour la philosophie, soit pratique, je dirais, des stéréotypes, jusqu'à l'idée d'habitus de Bourdieu comme système de disposition durable, non? Et après, dans la philosophie du langage, Putnam étude la tradition aussi analytique, les modèles stéréotypiques, les concepts de tigre, non? Un peu comme ça, beaucoup de sémioticiens ont discuté contre Putnam avec cette idée de faisceau de traits typiques, non? De la typification. Aussi, pendant dans les sciences cognitives, Roche, avec la théorie des prototypes, qui a été reprise d'une façon critique, soit par Umberto Eco, soit par Lakoff et Johnson, et toutes la deuxième phase des sciences du langage cognitive, etc. Et donc, l'idée des prototypes, qui est très évidemment l'idée des stéréotypes. En sémiotique, on peut dire que les stéréotypes on peut proposer une petite définition très, comment on peut dire, provisoire. Un paquet de sens socialement partagés qui réduit la complexité et oriente des inférences rapides, mais rigidifie. Et concerne l'identité, les rôles, les groupes, les récits. Et c'est pour cela que j'ai pensé à ton exemple, non? Je t'ai fait la demande parce qu'il y a beaucoup de filtrages qui sont dedans les appareils discursifs, non? Dans les réseaux sociaux, par exemple, quand tu regardes une colonne de fumée, tu penses aux films de science fiction, de guerre, etc. Donc, ça, c'est l'autre chose. Peut-être banal, mais il faut la souligner. L'autre chose, un autre point en général, pour moi, intéressant en général, c'est l'automatisme. En plus, en général, les liens entre stéréotypie et automatisme. En cas, et la stéréotypie, on peut penser que c'est un cas spécifique où l'automatisme concerne les identités, les rôles, les groupes, encore une fois, les récits. Mais à regarder cela, Juan avait cité justement pas seulement Denis Bertrand, mais Greimas dans l'imperfection, quand il dit qu'il y a d'un côté la régularité, que c'est en principe des programmes d'usage qui sont
la forme, la base de la construction du sens, mais aussi, au contraire, la menace continuelle de désémantisation. Et il y avait un colloque de jour avant à Reggio Emilia avec notre ami et collègue Alessandro Dina qui a rappelé l'idée de Pasolini qui disait qu'il faut lutter contre la menace d'homologation dans la société capitaliste, etc. Qu'est-ce qui se passe avec l'homologation généralisée sans être apocalyptique, non? Mais par exemple, toute la question des prompts, du promptisme et del chat GPT, même si tout le monde l'utilise, va peut-être de temps en temps dans cette direction. Donc, très rapidement, pour aborder la chose et faire un pas à l'arrière en direction aussi d'une épistémologie, philosophie aussi de la sociosémiotique. Que fait les... Je ne sais pas si Pierre sera d'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec l'IA générative? Et à propos d'automatisme, l'hypothèse c'est qu'il y a, peut-être là aussi banal, des automatismes d'automatisme, non? Automatisation d'automatisme. Un LLM comme machine d'habitude statistique, on le sait. Il ne pense, entre virgules, pas, il prolonge des chaînes de signes de façon cohérente avec des habitudes statistiques apprises dans les données. Donc, il y a des habitudes qui sont consolidées, qui vont être incorporées dans les réseaux, dans les machines. Du point de vue persien, je crois que c'est on peut interpréter les LLM comme des machines d'interprétation habituelles, entraînées sur d'énormes corpus, pas seulement corpus, des bases de données, etc. Chez Eco, une sorte de super utilisateur de l'encyclopédie qui fait des inférences rapides sur des matériaux textuels, etc. En général, on peut penser, d'une façon un peu générique, métaphorique, qu'il y a un lit d'automatisme linguistique, évidemment, et culturel, qui produit des accélérations qui sont rendues explicites, ces données linguistiques. Il y a comme d'accélérateurs linguistico-sociaux. Donc, qui montrent d'un côté le stéréotype, d'autre côté, produit des choses et produit des effets concrets. Et comment on peut où est entre les stéréotypes, dans le sens comme les modèles, qu'est-ce qui se passe dans l'usage social? Je ne suis pas un technicien, évidemment, dans l'usage social de l'IA. On commence à travailler sur l'idée qu'il y a des difficultés, comme tu avais montré, de distinguer les typiques, par exemple, les non typiques, les justes par les non justes. Le prototype d'un ingénieur, un professeur d'université ou d'une mère est reproduit comme valeur par défaut. Donc, les stéréotypes deviennent des valeurs qui sont incorporées dans les machines. Les structures narratives stéréotypées, génie masculin solitaire, j'ai lu un article d'un groupe de féministes en France qui dénonçait, on a parlé de ça, l'énorme force des stéréotypes sexuels dans le chat GPT, etc. Donc là, il y a un problème pas seulement politique, mais socio-sémiotique. Génie masculin solitaire, femme empathique, migrants problématiques, ne sont pas des stéréotypes. Un ami à nous a essayé de faire un prompt sur l'Inde, Inde, et il y avait immédiatement beaucoup de souris dans un environnement sale, etc. Donc, ce sont les styles Trump sous gaz. Non, même si on a découvert que c'est fait par un artiste, par une provocation, etc. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se réactivent comme des templates. Et le point sémiotique fort pour moi, c'est que l'IA ne génère pas seulement des contenus, mais aussi des standards de plausibilité, qui sont vrais parce qu'ils conforment aux automatismes des modèles. Donc, il y a tout ce travail d'autoréférence, d'autocorrélation. Je vais très vite pour montrer un peu la chose plus générale. Et on a proposé avec un autre étudiant à Reggio Emilia un petit travail, mais très simple,
banal des possibles 3 niveaux d'analyse typique, sémiotique de l'IA, niveau lexical, niveau figuratif, narratif et discursif et interactionnel. Non, décrit et proposé comme prompt d'écrire un ingénieur, je dis, un migrant, etc., qui très revient, qui très émerge. Quelle métaphore corporelle, par exemple, émotionnelle, spatiale, quel rôle narratif. Donc, peut-être qu'il faudrait repenser les trucs, la question des prompts et de l'IA, anche du point de vue delle pratiques concrètes d'analyse, d'exercices qui sont... oui, j'ai cité Barthes, une sorte de déjà dit du discours bourgeois désormais complètement automatisé. Donc, après, il niveau narratif discursif à analyser, quel type de schémas narratifs canoniques vont émerger, par exemple, dans une réponse d'une machine, etc. Et, et donc, ça, je crois que c'est un travail qu'on a déjà commencé à faire, et soit sur les images, soit sur les textes, et quel type de degré de stéréotypie va émerger à partir des machines. Et aussi, pour ce qui concerne les niveaux, et ça, pour moi, c'est intéressant, les niveaux pragmatiques interactionnels, parce que s'il est vrai que tu dis que les prompts ne sont pas au centre de la question, mais observer la conversation elle-même avec l'IA comme une sorte d'ethnographie de l'IA, comme scène sémiotique, par exemple. Quel type d'acte de langage demande, ordonne, supplie. Il y a une sorte de personnalisation, tout le monde le sait, delle machine, une sorte de politesse algorithmique, non? Il y a des gens qui conseillent de n'être pas trop poli, non, avec les machines, parce qu'ils risquent de les faire déborder, aller en d'autres directions. Et il y a un ethos algorithmique, l'image du sujet implicite construit par la manière dont les modèles répondent. Et des faits de confiance, je cite ici des chercheurs qui ont parlé de ça, le texte, par exemple, fluide, bien formaté, grammaticalement impeccable, comme marqueur d'autorité, etc. Donc, tout un dispositif de discursif qui va être implémenté et surtout analysé dans les problèmes des machines. Ok, il y a une petite bibliographie, mais c'est vraiment classique. Et je vais proposer un autre parcours, une autre perspective plus générale au-delà, mais plus qu'au-delà de l'IA, avant de l'intelligence artificielle. J'avais essayé, il y a aussi des années avant, de travailler un peu sur une sorte d'histoire socio-sémiotique de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler sur des livres qui travaillent sur la question des origines, non? Bien connues de l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a toute une tradition scientifique qui parle évidemment d'une sorte de croisement entre, pendant les années 40-50, particulièrement aux États-Unis, et d'un côté, toute la tradition behavioriste, non, Pablo, l'école russe, le néo-behaviorisme, mais sur l'idée, c'est pour cela que je suis intéressé à la chose, sur l'idée des réflexes conditionnés, que là, il y a une origine plutôt physiologique, scientifique, mais aussi il y a une sorte de prise en charge de cette idée dans les sciences humaines, dans la philosophie, dans l'épistémologie aussi. Et la définition la plus traditionnelle, c'est réponse acquise par association répétée entre un stimulus neutre et un stimulus naturel, mais les mécanismes reposent sur les habitudes, les associations répétées, les automatismes comportementaux. Donc, là, à ce moment-là, entre sciences sociales et linguistiques, le concept a été utilisé soit à l'origine scientifique, soit métaphoriquement, pour décrire des formes de comportement culturels ou linguistiques aussi, formes d'étiquetage linguistique, etc.
Mais et pourquoi j'essaie de souligner ces points-là et cependant, au-delà des thèmes, je dis, liés à l'IA, en pensant à la construction vraiment de la question de l'automatisme, s'il y a un lien culturel et théorique entre ces deux questions, l'automatisme et l'idée des réflexes, tout que des réflexes de conditionnement, non, les conseils de conditionnement, entre stéréotypes discursifs et pratiques et actions automatisées et répétées. Et il vaut peut-être la peine de réfléchir également à la manière dont, à certains égards, la philosophie proche de la sémiotique, de Deleuze et Guattari, déjà cité, a plusieurs reprises ici, a repris avec force la question des automatismes et des conditionnements. Mais qu'est-ce qui se passe avant de ça? Avant d'arriver à Deleuze et Guattari, et la lecture particulièrement de Deleuze sur le parcours de l'empirisme. Je cite très rapidement ces livres, c'est très intéressant, un livre historique maintenant, parce que c'est une époque immédiatement avant les réseaux sociaux et l'explosion de large language models. Et le titre, c'est un chercheur dans l'histoire de la science et un physicien, Hans, et le titre en italien, c'est I cibernetici, des cyberneticiens. Et il souligne ces choses-là dans les fameux Massey Conference, dans lesquelles tout a commencé, non? L'intelligence artificielle, la théorie de l'information, la communication, etc. Et dans les différentes phases, Steve Himes, son livre sur les cybernetiques, souligne comme la réflexion sur la pensée même, l'intelligence artificielle, la cognition, la communication, les théories de l'information trouvent d'un côté trouve et retrouve le behaviorisme et le néo-behaviorisme, mais en les critiquant, évidemment, en critiquant l'idée des réflexions dans le sens d'automatisme. Mais vous savez bien qu'il y a dans cette période-là un croisement entre la théorie informationnelle américaine et le behaviorisme du point de vue critique et la théorie, par exemple, de la Gestalt, la théorie européenne, et avec tous les développements, je pense à la théorie des champs de Levin, etc. Et aussi une chose, je ne sais pas si tu avais parlé d'hypnotisme, une chose citée par Paolo Fabri, et les travaux de Bateson, donc de l'anthropologie, etc., d'Erickson sur l'hypnotisme. Donc, ça, c'est une petite suggestion. Comment on peut penser à deux pôles de la question des automatismes? D'un côté, la question de l'automatisme dans le sens des effets automatiques, non, je dirais, et de l'autre, la question de l'hypnotisme dans le sens d'Erickson. Il y avait des chercheurs qui ont exploré ces points-là. Et tu as cité Wiener, et Wiener a participé beaucoup, il était ami de Bateson, et ils ont participé beaucoup à cette idée de comment, pour simplifier la chose, comment on peut penser d'une façon complexe les automatismes dans les comportements, dans les stéréotypes des comportements. Et j'ai fait un petit pas en avant, et dans les manuels, y compris les manuels universitaires, le behaviorisme qui semble aujourd'hui revenir de quelque façon dans certaines versions des modèles du cerveau et de l'intelligence artificielle, a été considéré comme étroitement lié à l'empirisme. Au contraire, et là je cite Deleuze, et pas seulement Deleuze, il en ressort toute une autre, on va découvrir toute une autre ouverture et un autre type de conception. Et l'idée de la lecture de Deleuze à propos de l'empirisme, Hume, je ne fais pas une sorte de philosophie rapide, mais seulement pour souligner ce point. Et selon lesquels les relations sont plus importantes, sont externes aux idées. L'externalité des relations, non, repris par l'empirisme radical, James, et aujourd'hui dans la théorie des médias, par exemple, Bolt et Grusin particulièrement, et a contaminé
et a été contaminé aussi par les pragmatismes, mais il propose un autre parcours. En général, la cognition, l'action, l'intelligence subissent pour Hume, lu par Deleuze, des effets de réflexion de ressemblance. Deleuze insiste sur un point qui me semble très important, même aujourd'hui, dans l'ère je dirais, cybernétique de l'intelligence artificielle, l'idée d'une psychologie, d'une anthropologie dans laquelle la subjectivité a un effet très important pour la sémiotique, l'effet de subjectivité. Pour nous, peut-être, pour la sémiotique, ce n'est pas une grande découverte, mais l'idée qu'il y a, à partir de Hume, l'idée d'impression qui produit la connaissance et impression de réflexion. Mais pourquoi tout cela est important pour notre question de l'automatisme? Que signifie l'idée d'une action conditionnée par rapport à la question des relations et des automatismes? Et par James, pour Deleuze, qui dit soit James que Hume, et Hume lutte contre précisément l'idée d'un rationalisme abstrait, en se demandant qu'est-ce que c'est l'expérience. Pensons l'idée au centre de l'empirisme, c'est l'idée d'association, non, mentale, l'idée. Quelle est la base du discours empiriste? Et, selon Deleuze, chez Hume, tout découle des impressions, puis des croyances, des passions, et non d'idées, mais et non des concepts préétablis, des catégories, et non des catégories générales et préexistantes. Donc, et là, il y a une sorte d'anticipation. Je répète les points, je ne vais pas faire l'histoire rapide de l'empirisme de la philosophie, mais je crois qu'il y a des points qui sont, je pense, utiles à utiliser aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle et de notre monde des médias. Comment ces connexions se produisent par des pratiques sensibles. Et James, par exemple, pas seulement l'esprit, mais la réalité est déjà associative. Elle crée déjà des relations. Alors, j'ai fait ce petit tour pour reprendre la question. Alors, qu'est-ce qu'il est des automatismes? Donc, il y a une vision pré-post-empiriste, je dirais. Les relations se produisent par association, il y a une théorie des relations, on retrouve les questions des automatismes et des stéréotypes, mais de tout autre point de vue. Et j'anticipe le point. Et une sorte de théorie créative et active de la stéréotypie et de l'automatisme. Entre une théorie de l'action, la reprise élargie de l'empirisme, l'associationnisme comme un ensemble de pratiques, de croyances et donc de passions, voici qu'elle émerge avec la lecture de Deleuze, et je pense aussi à Bateson, qui fait, je dis pleinement partie de ces cercles de chercheurs de la cybernétique, et Bateson a été repris par Deleuze et Guattari dans le plateau, dans l'Antidipe, etc. Et voici qu'il y a au centre de ce parcours des habitudes comme forme et force d'organisation des associations. Et pas de données ou de schémas a priori, et je pense aussi aux recherches de Bateson sur Neven et sur l'écologie de sur l'écologie et Mind and Nature. Et rappelons que nous, que Bateson est, oui, déjà dit, de cybernétique fait partie, Élisée aussi Peirce, ça c'est le point, et sur le thème de la stabilisation de la croyance. Donc d'un côté, il y a le problème de repenser les automatismes et les stéréotypes, et de l'autre, quelle est la liaison avec la question de la croyance. Donc, il y a, je pense, une autre idée d'automatisme positif, actif, comme pratique d'imagination et d'invention. Les croyances sont liées pour Hume à la question des passions. Il y a une question très importante soulignée par Deleuze. Vous savez que Deleuze a été toujours accusé de refaire les auteurs, non, de refaire Hume, de refaire Spinoza, mais il souligne quand même des points très intéressants sur une théorie du droit et de l'économie chez Hume, est très actuelle, la question des passions et de la temporalité. Qu'est-ce qui se passe dans la temporalité, par exemple, l'attente, et qu'est-ce qui se passe dans la question des circonstances, comme formation d'habitude, comme forme d'accord avec celui qui agit. Mais pour venir plus précisément à notre sujet, la stéréotypie, l'automatisme, les habitudes, et d'une part, il y a la question d'une sorte de mécanisme directeur. Comment
fonction l'association d'idées, mais aussi d'action, attente et passion, dit aussi Deleuze, rapporte à une forme de la temporalité qui est l'avenir. Je m'attends à faire la même chose ou les mêmes liens, même si c'est automatique. J'évalue rapidement, je crois, et je m'observe. Donc, Deleuze, je crois, souligne d'une façon, je crois, sémiotique, cette forme d'énoncé énonciative dans les automatismes. Et pas seulement appliquer quelque chose de façon automatique, mais une sorte de temporalité interne à la question, à la question de l'automatisme. L'idée de la temps rapide, des circonstances et d'auto-observation très rapide, mais même s'il y a l'auto-observation. Et les fameuses phrases citées aussi Deleuze, contraposition entre Hume et après Kant, no? Quid vitae, quid iuris, quid factis, l'art devient comme une sorte de monument, mais monument dans le sens pas d'une quelque chose de stabilisé, mais un monument à devenir. Entre un lien de Deleuze entre art et révolution. C'est un peu bizarre parce que c'est un libéral, non? Comme Hume pour la propriété privée, etc. Mais il pense Deleuze que là, il y a une voie pour penser, pas seulement les automatismes, les stéréotypes, mais à la liberté aussi de ces points de vue. Et l'autre point relatif aux stéréotypes et automatismes, même dans l'IA, c'est évidemment lié à la question de tous les parcours de connaissances dites, c'est bien connu, la chose dite incarnée ou embodied, no? Qui intéresse beaucoup depuis longtemps la sémiotique, je pense travaux de Claudio Paolucci, de Basso, mais aussi les travaux de Malafouris sur les liens entre narrativité et embodiment, etc. Mais là aussi, comme là, nous le savons, là, des parcours bien connus d'origine de ces parcours. C'est bien de Merleau-Ponty, je cite le passage bien connu sur l'automobile. Si j'ai l'habitude de conduire une voiture, je l'engage dans un chemin et je vois que je peux passer sans comparer la largeur du chemin à celle du zèle, comme je franchis une porte sans comparer la largeur de la porte à celle de mon corps. S'habituer à un chapeau, à un automobile ou à un bâton, ou des médias par exemple, c'est s'installer en eux ou inversement de faire participer à la voluminosité du corps propre. C'est très bien connu, je crois que Juan a déjà cité Merleau-Ponty dans ce point de vue, mais en ce qui concerne cet exemple pratique, j'ai pensé pour terminer mon exposé, je change un peu de direction, pas sur l'intelligence artificielle, mais sur une question qui peut-être n'est pas apparemment très loin de la chose du champ numérique et de l'intelligence artificielle, mais s'il y a des sortes de contrepoints et des proximités. Donc, tous les champs des sports et des performances. Et là, il y a beaucoup d'exemples, d'études relatives à l'automatisme dans les pratiques sportives. Et aux performances au sens large, ça c'est évident de certains points de vue. En général, les sports, il y a bien toute une théorie de l'apprentissage avec les corps et à travers les corps. Il y a beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui ont travaillé sur ça. Mais il souligne, ces chercheurs d'anthropologie et d'ethnologie, dans les domaines des études sur la performance et la danse, je cite quelqu'un, mais il y a des centaines de travaux sur cela, Kepler, de Royce, qui nous mettent en garde d'un côté, nous invitent à ne pas retomber là aussi dans les clichés encore trop répandus, les soi-disant langage universel du corps. Là, il y a des risques, évidemment, quand on parle de corpisme ou d'embodiment, qu'il y a on propose une sorte de nouvelle stéréotypie, non, d'un corps généralisé. Ou pire encore, dans les formes d'ethnocentrisme, par exemple.
Au contraire, il s'agit de considérer la danse ou le sport comme un système de mouvements co-structurés, produisant des formes d'action et d'interaction. Et là, il y a un point que je crois que c'est intéressant, je crois, comment les corps et les sports vont à réécrire les habitudes. Et j'ai seulement deux exemples, peut-être bien connus et banals, mais on peut se demander pourquoi tu proposes cela par rapport à l'intelligence artificielle. Pour deux raisons, j'anticipe les conclusions. Et les réseaux sociaux, la IA, travaillent beaucoup sur la représentation des corps, du sport, non, etc. Et en même temps, je me demande si toute la question de la corporité, c'est évidemment, c'est évident, c'est pas si évident, mais c'est une sorte de frontière aujourd'hui de l'intelligence artificielle parce que beaucoup de large language models doivent imaginer des formes d'autoreprésentation du corps. Ainsi, d'une manière qui n'est apparentement inattendue, nous trouvons ici légalement le rapport fondamental avec les formes de la danse, par exemple les rituels et pensons, je pense aussi de références classiques, c'est des mots sur les techniques, Marcel Mauss, pardon, sur les techniques du corps, publié dans 1904, selon lesquelles le corps, avec ses pratiques, ces techniques d'utilisation, nager, courir, marcher, deviennent à la fois les premiers objets techniques, mais l'autre classique référence, c'est de Rouagourand, non, qui me dit à propos de ça, et pas seulement il parle des gestes à la parole liés, rythme, non, et souvenirs du corps, mais vous vous rappelez, il y a toujours dans ces formes de la technicité la possibilité d'échapper, je cite de Rouagourand, d'échapper aux enchaînements opérationnels normaux, à la recherche d'une création qui rompe des cycles quotidiens de position de l'espace. Et là aussi, Juan a déjà cité Deleuze de différentes répétitions. Il y a mon point très intéressant, bien connu, mais très important pour moi, lorsqu'il dit que le véritable maître, il parle du nager, par exemple, en natation, ne dit pas « fais comme moi », mais « fais avec moi ». Donc, qu'est-ce que cela signifie en ce qui concerne notre problème de l'automatisme, des stéréotypes? Il y a la question fondamentale d'un côté de l'imitation de la ressemblance, déjà chez Hume, de la ressemblance, et après, vous avez cité Tarde, repris par Deleuze, et après repris, nous nous rappelons par Prigogine et Stenger à travers Deleuze. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas une question de cohabitation, je dirais. Je dirais plutôt c'est un mode de construire des conduits de vie. Pour citer encore Deleuze dans son nouveau, c'est la publication des leçons, non, posthumes sur les lignes de vie. Non, il dit comment on peut penser à les conduits de vie, pour citer encore Deleuze. Et dans ces cours récemment publiés, qu'est-ce que sont les lignes de vie? Il faut rappeler qu'un autre sociologue, bien que du point de vue un peu différent, mais qui fut le fondateur d'une théorie de l'action comme Max Weber, parlait des conduits de vie. Quelle est la conduite de vie, par exemple, selon l'étude très bien connue de Max Weber, du calviniste dans la fondation du capitalisme européen et européen? Le mode de vie n'est ni une forme ni une pratique. Il s'apparente à une habitude partagée, dit Deleuze. Temps, temporalité encore, moralité, éthique, croyance, temps temporel. Je m'attends maintenant que tu agisses ainsi que j'attende et j'essaie d'agir ainsi que dans le présent et dans le futur. Donc, ça, c'est la question. Donc, pour arriver à la dernier point, juste deux exemples très rapides. Et là, il y a la question n'est pas seulement des automatismes, évidemment, mais des désautomatisations des corps, non? Des sports, des activités performatives. Il te demande d'éliminer, de quelque façon, de
et d'éliminer les automatismes anciens pour produire de nouveaux automatismes. Parfois, on doit être contre-intuitif par rapport à notre corps. Je prends des exemples. En cours de ski, j'écris un très mauvais skieur, mais une des premières choses qui te dit le maître, comme vous dit à un moment donné, c'est d'être contre-intuitif, de ne pas suivre l'instinct du corps. Lancez-vous vers le bas de la piste, downhill, sans se casser les jambes, évidemment. Point en aval, poussez toujours vers le bas, avec l'extérieur, quand notre instinct nous dit de se mettre de monter, non, faire la peur, etc. S'agit-il simplement de bloquer l'habitude avec une contre-habitude ou qu'est-ce qui se passe là? Et je vous donne un exemple que je connais un peu plus, et très rapidement. Ah, ok. Et je les connais parce que je l'ai un peu pratiqué. Et c'est intéressant parce que c'est le cas du Tai Chi. Et c'est intéressant parce que est devenu aussi une forme de stéréotypie dans les réseaux sociaux. Il y a une explosion du Tai Chi aujourd'hui. Il y a beaucoup de bodybuilders très sages, donc version du bodybuilder très transformé par l'intelligence artificielle, avec beaucoup de muscles, mais sage, comme un sage chinois, évidemment. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a de double niveau, soit l'analyse des pratiques, soit la prise en charge par les réseaux sociaux, par les stéréotypes de l'intelligence artificielle de ces choses, de ces formes discursives et visuelles. Cette question devrait également pour moi, étudier. Mais même pour les liens non apparents, je dis avec l'IA, c'est super-homme, mais sage, pas des culturistes, des bodybuilders, mais des sages. Mais au-delà des questions directes, quelle implication et des rapports avec l'IA? Ce qui est intéressant, me semble-t-il, pour la question dont on a parlé, et donc au-delà, évidemment, de l'IA et de la technologie, même s'il y a des liaisons, et pour la question dont on a parlé des automatismes, de déautomatiser, et la dernière question du sport et des pratiques performatives. Et les conseils de base, j'ai un peu pas résumé ici tous les conseils de base du Tai Chi, je vous propose seulement quatre slides à propos de ça. Les conseils de base du Tai Chi, même si pendant la durée de ce séminaire, je n'ai pas la possibilité de l'approfondir, mais d'un côté, nous pouvons dire qu'il existe certaines figures du corps, du Tai Chi, qui ont à voir avec une dimension de proprioception, évidemment, qui se transforme immédiatement in une autre figure. Puis une transformation ultérieure d'action, peut-être une dimension figurale, telle qu'est conçue par exemple, soit par la sémiotique, mais je pensais aussi à Lyotard, cité par Catherine Malabou, une figurale comme dimension expressive externe, mais proche du corps et du discours. Également cité par Malabou, le figuratif et le figurable comme bord du langage, comme œil qui est au bord ou en proximité du langage et du discours. Par exemple, un poussé en Tai Chi, on dit pousser un racinement. Comment tes jambes vont s'enraciner dans la terre et pas faire la force et produire. Ou des types d'énergie. Énergie spiraliforme, des différents types d'énergie. Énergie spiraliforme, relative à un circuit plus large du corps, et explosive, des différents types, qui sont maintenant des figures qui sont englobées dans le corps, mais deviennent la possibilité de déautomatiser et faire de nouveaux automatismes. Par exemple, un exemple le plus typique quand quelqu'un commence à étudier le Tai Chi, c'est le Chi, qui c'est une zone dans l'ombrale, dans le ventre, à côté du ventre, qui est une sorte de centre modal, un pivot de force. Et encore, là encore, oui, propositive qui doit être mais trouvé, découvert et utilisé, une sorte de pivot. Et j'ai parlé avec cela avec un ami, un séméticien, anthropologue et artiste, Rocco Mangieri, et on discutait sur l'idée d'un côté d'une proprioceptivité qui devienne figurative et plastique. Et par exemple, je pense aussi aux travaux de la grammaire de syntaxe du corps de Jacques Fontanille,
il y a des actants qu'on pourrait définir comme générateurs et des contrôles somatiques. Ceci dans les cas où on tient compte de la syntaxe du corps, j'ai dit, de Jacques Fontanil. L'autre, c'est l'idée du rythme, évidemment. Il y a une dimension rythmique et musicale en termes tai chi. Il devient un flux continu et ponctuel et des pauses. Les pauses, comme le disent les musiciens expérimentés, sont des repères temporels pleins de sens. Donc, j'ai déjà cité la question du chi qui devient une sorte d'actante de contrôle, de figure de contrôle dans les vents. Non? Et donc, il y a là une dimension presque, je dirais, diagrammatique. Pour reprendre les choses de Deleuze, d'autres de Pierluigi Basso, une forme de... pourquoi diagrammatique selon Deleuze? Une forme qui fait en même temps des modèles génératifs, des configurations qui donnent lieu à d'autres dimensions possibles. Ensuite, l'ancrage avec, par exemple, l'autre exemple figuratif et figural, l'ancrage avec les genoux légèrement fléchis configure le plan propositif vers les basses. La tension verticale est donc permanente. Je vous montre des choses que j'ai prises dans les réseaux sociaux, donc il y a une sorte d'auto-référence. Beaucoup des principes fondamentaux du Tai Chi, le Chen, considérés comme les styles les plus anciens. On ne peut pas approfondir ici, évidemment, mais pour dire qu'il y a des figures qui présentent ces types d'actions, le racinement, la direction verticale, et en même temps les différents types de forces. Pardon, je vous montre rapidement. Par exemple, une sorte de relaxation active. Pas de mollesse, mais d'une relaxation vivante, prête à réagir. Et l'autre descendre, le poids de l'énergie qui s'impose dans la dentienne, sont des lignes d'énergie, et dans les jambes, qui donnent stabilité et puissance. Ou après, des formes d'expansion, mais interne. Donc, il y a cette idée, on pourrait répliquer, mais là, il y a la philosophie chinoise qui mélange taoïsme et bouddhisme. Oui, mais le problème, c'est avant tout qu'il y a un travail sur l'analyse et la pratique du corps. Et c'est pour cela que j'ai été un peu intéressé. Et l'autre chose que j'avais dit, qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'exposition médiatique très forte de tout cela. Et cette énergie d'enroulement de la soie, mouvement spiral, des mouvements spiralisés dans les jambes, dans les bras, qui est continu et coordonné, qui permettent une continuité, puissance élastique. Se tendre, se détendre, d'autres mouvements liés et unifiés. Je vais très rapidement. Donc, il y a évidemment une définition différente d'intention, d'énergie, de force, de corps, mais surtout, il y a une sorte de principe comment on peut dire, que nous, en Occident, on pouvait définir comme une sorte des opposés qui se tiennent ensemble, non? Sommet suspendu, la tête comme suspendue en fil, mais en même temps la colonne vertébrale qui va allonger le corps et l'organise correctement dans la direction opposée. Le mouvement continue, ronde, sans interruption, mais avec des explosions. Peut-être que vous ne savez pas que les Tai Chi style Chen est un des fondements aussi du Kung Fu, etc., et de beaucoup de pratiques plus martiales, etc. Mais je vais très rapide pour arriver à une rapide conclusion. L'idée d'expansion élastique, de déviation, d'absorption de la force d'adversaire, ça c'est un classique des arts des martiaux, etc. Presser, pousser vers le bas et ou vers l'avant. Mais je cite une instructrice de Tai Chi, dit, j'ai fait une mini ethnographie, dit, je l'ai appris dans mon corps, évidemment. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Mais l'autre chose, Véronique, s'appelle, le point fondamental, cependant, est l'idée de présence. C'est ma façon d'enseigner ces dernières années. J'utilise le Tai Chi comme un outil pour la développer et maintenir la présence. Développer et maintenir la présence comme un outil pour
progresser techniquement dans le Tai Chi, et ça c'est la chose qui m'intéresse, en réécrivant les anciens automatismes. Donc, l'idée qui te donne, c'est d'oublier, d'essayer de travailler sur le corps, l'idée de réécrire les automatismes précédents, par exemple, sur les automatismes précédents. Par exemple, penser progressivement à la poussée d'une jambe, comme déjà anticipé, ou d'un bras, en la considérant non pas comme une poussée, mais comme une racine qui s'enfonce dans la terre. Et je m'arrête là pour dire que, ok, il va où il veut la penser le corps, et non, ou non voulons, mais on travaille beaucoup sur cela. Merci beaucoup et je m'arrête ici. Merci. J'aimerais te poser peut-être une ou deux questions rapidement avant de passer la parole. Je vois Denis qui lève la main déjà. Et sur la question de l'automatisation des automatismes et la désautomatisation des automatismes, je voulais savoir quelle est la place de l'improvisation à l'intérieur de ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas les penser ensemble comme des relations complexes entre, par exemple, l'automatisation de l'improvisation, l'improvisation des automatismes, des choses comme ça. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est ce que tu disais au début sur une sorte de standard de plausibilité. Ce qui sonne vrai. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas faire un travail justement un peu de sémétique d'analyse très, très concrète et très fine pour voir exactement quels sont les modes, peut-être qu'il s'est déjà fait, le mode de l'intelligence artificielle pour produire les effets justement ces effets modaux du possible, du plausible, ce que pourrait être, ce qui ne peut pas être, ce qui peut être, ce qui devrait peut-être être, etc. Il ne faudrait pas faire un travail justement comme ça, très très fin, très analyse textuelle, classique, sémétique, d'ordre modaux, par exemple, la manière dont on construit pas cette vérité, parce que ce n'est pas l'effet des vrais, mais l'effet plausible. Voilà, donc, je parle de la dernière question. Oui, ça c'est un point très important. Beaucoup de chercheurs soulignent cette idée. Je l'ai dit un peu de façon très rapide, peut-être, qu'il y a une sorte de stéréotypie de la stéréotypie. Par exemple, les effets modaux sont pris dans l'exemple plus simple, c'est quand tu vas faire des prompts, proposer un prompt à ChatGPT et tu n'es pas dans tout le monde a fait ça. Et tu me peux reformuler la chose, est-ce que je peux avoir quelque chose en plus, etc. Mais là, oui, la réponse est certainement, je devais faire immédiatement, etc., non, avec enthousiasme par la machine. Mais là, il y a évidemment une incorporation très rapide des stéréotypies, aussi des modalités, non? Devoir faire ou pouvoir faire quelque chose qui va être incorporé et vient à être présenté comme quelque chose qui est déjà prêt, non? Tout après. Donc, mais je suis d'accord, il faudrait travailler d'une façon plus fine sur les interactions machines et humaines et toutes les médiations, toutes les intermédiations. Et je pense aussi aux images. Là, même si tu as raison qu'un artiste ou un chercheur travaille pas sur les prompts traditionnels verbales, mais sur les compositions d'images, là aussi, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand la machine va travailler sur le travail que fait Maria Giulia et Enzo D'Armenio, sur les stéréotypies des images. Une image style, je ne sais pas, un Van Gogh style baroque. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et à propos des formes de stéréotypisation, je dois composer, recomposer une image comme ça. Donc ça, oui, tout à fait d'accord, il faut prendre des exemples. J'essaie de prendre des petits exemples, mais il faudrait travailler un peu plus dans cette direction. Et à propos de l'improvisation, c'est un peu compliqué en ce qui concerne par exemple, les deux exemples que j'ai pris très rapidement de Tai Chi. Par exemple, l'enseignant du Tai Chi pourrait te répondre, tu peux faire l'improvisation quand tu es devenu
pas un maître dans le sens où tu as tellement de compétences, tellement ton espace corps cognitif concret que tu te peux permettre de faire des variations. C'est l'idée, je cite encore une fois Paolo Fabri quand il parlait de les maîtres et les virtuosi, no? Il virtuoso, c'est lui qui a tellement fait beaucoup de choses qui peut se permettre de faire les variations. Je ne sais pas si tu as répondu, parce que je pense que tu penses aussi à l'improvisation dans la musique, par exemple. Oui, l'improvisation qui est construite aussi comme un automatisme. Voilà, ah oui, automatisé, oui. Automatiser l'improvisation. Oui, ça c'est oui, c'est intéressant parce que je me demande s'il y a une limite qui concerne l'implémentation de la compétence. Et après, c'est seulement une question de mise en variation de la compétence ou de trouver un parcours d'innovation, etc. Donc, ça, c'est l'autre, oui, pour moi, intéressant. Il y a une question de Denis et une autre de Jacques à distance. Denis, ensuite Jacques. Et englobant les différents régimes d'automatisation verbale, corporelle, visuelle, comportementale, idéologique, et je trouve extrêmement intéressant aussi que tu mettes ça en relation avec les processus de désautomatisation. Voilà. D'une certaine manière, la poétique moderne, je pense à Mallarmé, quand il dit donner un sens plus pur au monde de la tribu, c'est un processus de désautomatisation. Et je crois que c'est très, très intéressant pour que je peux deux ou trois points qui m'ont intéressé au passage, c'est local, mais tu as évoqué à un moment donné le statut des programmes d'usage. Laurent en avait parlé aussi, comme des programmes d'usage, le fameux concept de la sémiotique narrative dont on n'a plus reparlé depuis des lustres, comme un espace d'habitude et offert à la désémantisation. Ça devient vide, au fond, ça devient justement des zones d'automates. Donc ça, je crois que c'est moins intéressant de relancer la réflexion sur les programmes d'usage de cette perspective-là. Parce qu'ils ont à la fois une fonctionnalité et une défonctionnalité, d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant. La deuxième remarque porte sur la question de la récursivité. Moi, c'est un petit peu la data que j'ai eu à une époque, la récursivité. Je trouvais que la récursivité, c'était un motif culturel central dans notre espace civilisationnel, on pourrait dire, informatique et au numérique, un petit peu comme l'allégorie au Moyen-Âge ou un petit peu comme le XVIe siècle. Nous, on est dans le récursif. Et dans le récursif, tu l'as évoqué à un moment donné, c'est l'IA comme automatisme d'automatisme. On pourrait aller plus loin, on pourrait dire automatisme d'automatisme d'automatisme. Et on est ainsi avec on est dans une mécanique civile. Et ça me paraît intéressant de rechercher ça. Et assez lié à ce point, la troisième observation porte sur à un moment donné, tu as parlé de l'expression effet de. Alors là, ça m'a beaucoup intéressé parce que il y a une époque, assez lointaine, où dans les milieux de la linguistique ou des sciences du langage, on parlait très souvent de référence. Et je me souviens d'une réaction une fois de Catherine Chiambra-Orecchioni, qui était une linguiste connue à l'époque, qui s'était révoltée contre cette notion d'effet de sens, effet de sens, effet de personnage, effet de subjectivité, effet d'objectivité. Le effet devenait une sorte de titre de problème. À mon avis, c'est très intéressant de le reprendre par rapport à cette question de la récursivité, en fait. Et enfin, une dernière remarque sur les automatismes profonds. Cela m'évoque un poème assez connu à l'époque de Gerasim Luca qui s'intitule Passionnément.
et qui est un poème de bégaiement. Vous vous souvenez, Deleuze l'a cité, commenté, qui est en fait, allez voir sur Internet, c'est absolument fascinant. Parce que c'est un poème intitulé Passionnément, qui est 4 pages de bégaiement pour arriver à la formule je t'aime passionnément. Et aussi, ça se décolle comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que lui, ici dans ce séminaire, c'est que c'est l'automatisme de la syllabe qui est mis en question. C'est l'automatisation de la syllabe qui est mise en question, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel lancement de syllabe, il y a des bifurcations possibles. Et la syllabe, dans ce poème-là, elle est désautomatisée. Je t'ai, alors je t'ai, J-O-T-E, par exemple. Tout bifurque, tout se déplace. Donc, je trouve que cette idée de descendre l'automatisation jusqu'au noyau les plus élémentaires, qu'on n'aperçoit plus quand on parle, qui est celui de l'automatisation, de la désautomatisation de la syllabe, c'est quelque chose de très intéressant. Merci Denis, il y a beaucoup de aussi surtout de suggestions. J'essaie de te répondre. Je parle de la question je dirais, feedback, auto-réflexion, etc. Et tu as bien dit que c'est au centre à l'origine de ces groupes, par exemple, de cybernéticiennes américaines, et surtout la deuxième vague de la cybernétique. Inner et après von Furse ont beaucoup parlé de cela et peut-être qu'il a été un peu mis à côté par exemple je ne sais pas par la linguistique, mais par le général dans ces dernières années. Kant, par contre, par exemple, il y a un sociologue très important comme Niklas Luhmann, le grand théoricien des théories des systèmes, etc., qui a repris l'idée d'autoréférence en lien en la développant en disant que, par exemple, les réseaux techniques, pas seulement l'humain, les réseaux sociaux, en général, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va réincorporer et à on peut dire, réifier, si j'ose dire, ces mécanismes plus cognitifs, etc. Donc, ça, c'est une chose. Mais il est vrai qu'il y a des liaisons très profondes avec pas seulement la théorie de l'art, mais la théorie de la créativité. Et je pense aussi à tous les avant-gardes, le futurisme, le surréalisme, qui ont travaillé beaucoup sur les mots automatiques, l'écriture automatique, l'Oulipo. Voilà. Et quelqu'un a dit, ok, l'Oulipo et Italo Calvino, peut être qu'on anticipé de quelque façon, un peu exagérant, les chat GPT dans le sens créatif, dans le sens de imaginez pas une opposition entre création humaine et non humaine, mais en proposant de travailler sur les formes des processus à l'intérieur des automatisations. C'est pour cela que je suis d'accord avec toi qu'il faudrait penser, à propos de la chose que tu as dit au début de ta demande, pas l'opposition entre oui, il faut reprendre la question des programmes d'usage, mais pas seulement l'opposer à la désémantisation, mais il faut voir, comme souligné par Deleuze, quand il reprend Hume, qu'est-ce qui se passe quand les formes automatiques produisent quelque chose d'autre. Par exemple, en citant Hume, dit il y a des formes de résistance qui sont contemplées par un libéral très qui défend la propriété privée, Hume dit, OK, une des choses qu'il faut défendre, c'est la forme de la résistance en tant que forme d'automatisation sociale. Donc ça, c'est l'autre côté. Et la question plus artistique et créative, oui, c'est très important. Il faut peut-être reprendre. Et aussi, pour finir, la question des effets. Moi, je l'ai fait en titre de petite provocation. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne parle plus des effets d'essence, je crois. Mais il y a des
des chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Et quand Deleuze reprend Hume, dit il y a des effets de sensibilité, des effets de subjectivité, non? Et des effets d'individuation, oui, et bien pas connu, comme on peut dire, sur lesquels la sémiotique avait réfléchi beaucoup, mais aujourd'hui, peut-être que la reprise d'un certain parcours philosophique, Deleuze, Simondon aussi, etc., l'idée d'individuation, c'est à ce temps-là dans cette direction. Donc, oui, j'ai répondu un peu comme ça, mais merci pour les suggestions. Voilà. Une dernière question, Jacques. Oui. Bonjour. Merci à toi pour ta présentation. Beaucoup stimulé. La première partie sur l'IA, tu verras que mon apport en janvier va être complémentaire et congruent en quelque sorte avec ce que tu as proposé. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir te poser une question qui est en train de mener une discussion, parce que je suis déjà en retard dans un basculement vers une autre visio que je dois commencer tout de suite, et Oui. où je suis absolument nécessaire, malheureusement. Bon, mais je me contente de te faire une suggestion, c'est une suggestion pratique. Toute la dernière partie sur le Tai Chi, et sur les, comment dire, les inductions corporelles, etc., que tu as décrites, ça serait magnifique que tu le publies dans le futur numéro de Punctum sur la danse, qui est en situation d'appel à proposition de contribution, et qui est dirigé par Valeria De Luca. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais ça serait vraiment très très bien pour la réflexion sur la danse que ton analyse du Tai Chi soit proposée. Voilà, c'est ma suggestion. Je m'excuse de ne pas pouvoir discuter plus, mais là, il faut que je m'en aille dans l'autre réunion. Merci beaucoup, Jacques. C'était très suggestif. Merci, Jacques, soit pour la suggestion, soit pour le prompt sur le Tai Chi. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Salut, Jacques. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici. Nous remercions Pierre et Federico pour leurs interventions, le gentil public en présence et à distance. Et on se revoit la semaine prochaine avec Rosanna De Angelis et un autre collègue ami italien, Igo Pelgreffi. Donc, mercredi prochain, 10 décembre, 13h45, ici même. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et bonne soirée.